On s'attarde sur une question devenue incontournable. Comment comprendre la violence qui s'abat actuellement sur la France? Des attaques terroristes le plus souvent menées par des Français, donc des produits d'un système et d'une culture. Plusieurs types de réponses existent et le gouvernement a lui-même hésité entre différentes grilles de lecture. Aujourd'hui, il semble privilégier une réponse essentiellement sécuritaire, mais le discours était plus nuancé au lendemain des attaques de Charlie Hebdo. C'était en janvier 2015, souvenez-vous. Le Premier ministre Manuel Valls évoquait alors, je cite, « un apartheid territorial, social, ethnique, des discriminations quotidiennes quand on n'a pas le bon nom de famille ou la bonne couleur de peau ». Fin de citation. Pascal Blanchard est avec nous aujourd'hui. Merci d'être avec nous, de répondre à nos questions. Vous avez co-dirigé avec Nicolas Bancel et Dominique Thomas un ouvrage important dont on parle, « Vers la guerre des identités », c'est son titre, « de la fracture coloniale à la révolution ultranationale ». À la lecture de votre livre, on se dit que vous auriez pu reprendre à votre compte les propos de Manuel Valls en janvier 2015. On le dit dans l'introduction. C'est une analyse qui est le mot peut-être pas le plus adapté, apartheid, puisque l'apartheid correspond à un autre pays, une autre histoire, celle de l'Afrique du Sud. Mais dire qu'il y a une situation donnée sur des territoires donnés pour des populations que l'on identifie extrêmement clairement, parce que ex-colonisés ou descendants d'ex-colonisés, donc des populations issues de l'immigration post-coloniale, ça définit quelque chose qui est à la fois d'ordre territorial, racial et social. Et donc ce discours de qualifier qu'il y a une problématique, une situation particulière, et donc un ressenti, mais à la fois pour la population dominante et pour ceux qui se sentiraient dominés, un ressenti d'être autres dans la République française alors qu'ils sont français, je tiens à le signaler. Donc vous expliquez que la guerre, en l'occurrence les attaques de nature djihadiste, se construisent sur les failles de notre système social. Sur les failles du système social, sur une partition territoriale qui est extrêmement particulière entre nos ex-outre-mer et outre-mer actuels et les banlieues. N'oublions pas qu'il y a des ministères d'ailleurs spécifiques. Je vous rappelle qu'il y a un ministère de la ville en France, un ministère de l'outre-mer. Toutes les populations ne sont pas gérées par les mêmes ministères. Vous parlez d'ailleurs de la politique de la ville. Hein, Exactement. Et puis, il y a quelque chose qui se passe aussi et qui est extrêmement compliqué. C'est une histoire, un passé, si vous préférez, que ne portent pas ces jeunes. Ils ne l'ont pas connu. Comme moi, d'ailleurs, je suis né après les indépendants, donc je ne l'ai pas connu. Vous et moi, nous n'avons pas connu l'histoire impériale. Mais nous en sommes les héritiers. Et ces jeunes, d'une certaine manière, sont les héritiers particuliers de cette histoire, puisqu'à la fois, ils ont le non-récit des parents qui n'est pas raconté, le sentiment que les parents et les grands-parents ont été humiliés par cette histoire coloniale, et ils vivent dans un pays, intime paradoxe, où quand même l'histoire coloniale nous a quand même fabriqués, puisque pourquoi il y a des Sénégalais, des Algériens, des Antillais qui vivent en France et qui sont en France, c'est bien parce qu'on a colonisé un jour ces pays, et il n'y a pas de musée qui raconte cette histoire. Donc ils sont à la fois exclus d'une mémoire familiale, on n'en parle pas dans les familles, exclus d'une mémoire nationale, et donc ils ont le sentiment de ne pas vraiment être des Français d'ici. Mais pour être clair, c'est la colonisation et l'entreprise coloniale française qui s'est terminée il y a plus d'un demi-siècle qui génère les violences djihadistes qu'on voit aujourd'hui sur le territoire français? Vous doutez bien que c'est plus compliqué. Comme la laïcité n'est pas que le produit de ce qui s'est passé en 1905, et l'idée républicaine n'est pas non plus que l'impact immédiat des discours de la Révolution française de 1789. Ce sont des héritages. Ces héritages créent soit des identifications. Je me sens proche des idées de la Révolution française. Je me sens proche des idées de la laïcité. Et d'autres peuvent dire, je me sens proche de l'humiliation coloniale. Je me sens proche, dirait le Front National, de la nostalgie de l'Algérie française. Nous sommes dans les notions d'héritage. Donc chacun les redigère à sa manière. Mais ça peut créer des identités communes, la Révolution française, comme ça peut créer des fractures. Celui qui sent Algérie française et qui veut glorifier les ex de l'OAS, au Front National par exemple, et celui qui se sent plus proche d'une histoire familiale troublée avec l'Algérie ou le Sénégal, ils vont pas dans le même pays avoir la même histoire, le même récit. Et comme ce même pays ne fabrique pas une histoire commune, je vous dis, réfléchissez à cette question, il n'y a pas de musée si vous voulez emmener vos enfants ou vos amis pour raconter l'histoire coloniale dans ce pays. Donc chacun tambouille. Et Dieudonné fait son discours, un tel autre va faire le sien. Les djihadistes vont remuer ce vieux passé colonial, vont parler de la ligne Picot, vont expliquer comment les Français étaient en Syrie à l'époque. Je rappelle que la Syrie a fait partie de l'empire colonial français en tant que mandat. Vont expliquer l'humiliation au Maghreb ou en Afrique noire. Donc sur une infime partie des gamins... Vous parlez beaucoup des populations issues des migrations post-coloniales. Oui. En France, il y a beaucoup plus de Nord-Africains, de Maghrébins, vous évoquiez les Algériens il y a un instant, que de gens issus d'une immigration syrienne ou irakienne. Oui, mais c'est une histoire impériale globale. On a humilié l'autre, l'Occident, à travers le bras armé de la France, a été humilié ceux qui n'étaient pas des Occidentaux. Des Arabes, des musulmans, des Kabyles, des Africains, des Antillais, des Vietnamiens. Quelque part, cette différence entre l'Occident et l'autre devient dans la dialectique aujourd'hui djihadiste la revanche de ceux qui ont été les humiliés d'hier. C'est un discours qui fonctionne beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Rappelez-vous les débats autour de Dieudonné et le discours qu'il tenait. Rappelez-vous le discours qui, depuis très longtemps, de cette fracture qu'il y aurait entre le slogan du Front National. Si vous l'avez regardé sur nos murs de France, c'est « On est chez nous ». Il parle à qui? Qui n'est pas chez lui ici? À ceux qui ne seraient pas la bonne couleur du bon côté de l'histoire. C'est ça qui fonctionne
aujourd'hui dans l'entrechoquement Alors justement, vous dites identitaire. que le discours du Front National aujourd'hui a percolé dans tout le débat public Ouais. et il colore à la fois le discours de la droite qui s'est droitisé et le discours de la gauche. Qui ne s'est pas gauchisé sur cette question. Mais pourquoi? Puisque le discours du Front National, lui, a relativement peu évolué depuis les années 70. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça prend? Ça prend parce que le discours du Front National est parti d'un postulat, ça ne pourra jamais marcher. C'est l'ithème du Front National depuis les années 70, héritier, je vous le rappelle, de la guerre d'Algérie et des nostalgiques de Vichy, de partir de l'hypothèse que vivre ensemble n'est pas possible avec des communautés différentes dans un pays qui doit ethniquement être fondé sur une seule population. C'est un peu le discours de Nadine Morano, la France est un pays de race blanche. Le Front National Qui a été désavoué par Tout à le fait. Mais au chef de FN, on a l'opposition, désavoué Nicolas personne Sarkozy. sur ce discours-là depuis 40 ans. Et quand on a un slogan, on est chez nous, qu'on a le discours de Marine Le Pen et avant de son père, Jean-Marie Le Pen, c'est un discours où tous les lecteurs comprennent très bien ce que ça veut dire. C'est les Arabes, vous n'êtes pas chez vous, les Noirs, vous n'êtes pas chez vous, si vous ne faites pas de bruit, on peut peut-être vous tolérer, mais le jour où vous voulez vous réclamer comme Français, calmez-vous, vous n'êtes pas vraiment Français. Ce discours-là a mis beaucoup de temps à imprégner la société française, a mis beaucoup de temps à devenir un discours dominant face à la difficulté d'intégration, face à la politique de la ville qui échouait, face à la politique de désœuvrement dans nos outre-mer, face aussi à une politique où des identités s'entrechoquent dans nos quartiers populaires, face à une difficulté aussi d'arriver à trouver la bonne solution dans notre laïcité pour que l'islam trouve toute sa place en France. Comme nous sommes dans une période de transition, d'un seul coup, le Front National donne le sentiment d'avoir la réponse. Et puis, vous avez des idéologues extrêmement puissants, qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans. Des Finkielkraut, des Zemmour, des Polony, sont des gens aujourd'hui qui ont tenu un discours, et tiennent maintenant un discours qui est dominant intellectuellement. Comme si, d'un seul coup, le grand remplacement dont tout le monde avait peur pouvait un jour s'accompagner du grand départ. C'est-à-dire que la solution, ce ne serait pas de trouver la solution pour le vivre ensemble, mais faire que ces populations, comme pour les Européens en Afrique du Nord, un jour quittent la France. Vous expliquez qu'il y a eu un tournant Oui. au moment de la campagne présidentielle de 2007 Ouais. et avec la campagne qu'a menée Nicolas Sarkozy. Il y a eu un durcissement sur la question identitaire. Au départ, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy a parlé beaucoup de diversité. On a même cru qu'il amenait une réponse à travers ses choix électoraux, ses choix politiques, les gens qu'il désignait au ministère. Il a tenté pendant 2 ans d'aller trouver une solution dans l'espace de la diversité. Puis d'un seul coup, il a fermé la porte et il s'est engagé sur le débat sur l'identité nationale. Ça a énormément durci le débat, comme s'il y avait un débat identitaire majeur en France, comme si ça devenait la question centrale de la vie politique française. Et d'une certaine manière, il a préparé les tranchées pour l'arrivée de Hollande au pouvoir, qui lui n'avait pas de réponse à ces questions-là. Car la gauche socialiste, depuis 35 ans, n'a pas trouvé d'alternative de réponse. Elle pense que la question n'est que sociale. Elle n'est pas que sociale. Elle est entre autres sociale. On pourrait le croire en lisant votre livre. Elle est en partie sociale, bien entendu, mais elle est aussi identitaire. C'est très compliqué de faire vivre des gens qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le même récit, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même religion ensemble. Alors la réponse, puisque vous proposez une grille de lecture, vous avez une analyse, vous dites il y a une grande partie de ce qui se passe aujourd'hui qui est due au social. Hier, la violence s'exprimait, corrigez-moi si je me trompe, mais hier, la violence s'exprimait il y a 10 ans dans les émeutes de banlieue. Cette même violence et cette même radicalité peut s'exprimer aujourd'hui dans les attaques djihadistes. En partie. Nous sommes sur un tout petit pourcentage. Elle était très nombreuse dans les émeutes, parce qu'on a vu que beaucoup de jeunes y ont participé. Elle était très importante en 83 avec la marche des beurs. Rappelons-nous, c'est un mouvement continu sur l'histoire. On pourrait remonter 10 ans par 10 ans. Chaque décennie a eu son histoire. Vous avez le 17 octobre 61 pour les pères qui ont manifesté pour l'indépendance de l'Algérie. Vous avez le 1er mai 1953. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Une infime minorité de gamins sont sortis du champ politique, ne s'inscrivent même pas sur les listes électorales. Et dans cette infime minorité, il y en a quelques-uns qui trouvent comme seule voie ultime pour se faire entendre, comme un jour certains allaient sur le stade du match France-Algérie, Oui. le fait de trouver une sorte de destin possible contre leur humiliation et leur mal-être individuel. Et avant de manquer de temps, quelle peut être la réponse? La réponse, elle est qu'il faut autant travailler sur maintenant l'existant, il y a ces gamins radicalisés, que sur d'éviter que demain il y en ait beaucoup plus à travers une jeunesse de France qui est certes perdue. Mais ça veut dire travailler sur 2 populations. Ceux qui sont issus de ces immigrations post-coloniales, comprendre et entendre leurs douleurs, leurs difficultés, leur mal-être, le fait d'être français quand on vient d'ailleurs, ex-colonisé, c'est pas simple. Et puis donc, travailler aussi sur la société d'accueil. Vous savez, l'intégration, c'est comme une histoire d'amour. Il faut être 2. Il y a celui qui reçoit et il y a celui qui donne. Il y a les droits et les devoirs pour les 2. On n'a jamais appris aux Français qu'il y avait une forme de mécanisme pour intégrer, comme est en train de faire Merkel en Allemagne. Vous imaginez la difficulté en Allemagne pour Merkel en ce moment, après le fait qu'elle ait ouvert les frontières l'année dernière? Merkel qui a dit on va se retrousser les manches, on peut y arriver, on peut intégrer une grande population effectivement de réfugiés, d'immigrés. Vous voyez que c'est un choix qui est possible. Je ne sais pas si c'est le bon. L'historien n'est jamais bon pour présager l'avenir. Je dis simplement que nous sommes Oui, elle n'a pas encore fait la démonstration d'ailleurs que ça allait fonctionner. Tout à fait. Mais nous, on a fait la démonstration inverse depuis 50 ans. On a fabriqué des ghettos dans nos quartiers, on a empilé des populations qui venaient de l'ailleurs, et aujourd'hui, on dit qu'elles veulent s'habituer quelque part à vivre ensemble ou à rester ensemble. Mais vous vous rendez compte? On a fabriqué un système d'exclusion, et on dit que cette exclusion est le choix d'eux-mêmes de vivre entre eux, comme si, d'une certaine manière, on avait reconstitué la ville coloniale. Mettez-vous à la place de l'un de ces gamins, qui en est 1 sur 10 000, qui se sentent dans un malaise au milieu de ça, on pourrait presque être surpris qu'il n'y en ait pas plus.
Sur la question de la religion, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent il y a dans l'islam, on peut trouver dans l'islam un ADN de violence? Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a aujourd'hui un islam qui se radicalise à l'intérieur de l'islam. Ça fait un siècle et demi que ce débat existe entre ceux qui tendent vers un politique, vers le fait que l'islam, d'une certaine manière, va devenir une religion comme les autres et que le politique va dominer la religion, et d'autres qui ne veulent pas du tout ce mécanisme-là. L'islam connaît en parallèle de ce qu'on vient de dire, j'ai bien dit en parallèle, à côté, une crise interne dont nous vivons aussi les échos, dont nous vivons les contre-coups, qui là n'a rien à voir avec l'histoire impériale et coloniale. Donc c'est la conjugaison de deux facteurs. Là. De trois facteurs: social, on l'a dit tout à l'heure, mémoriel, d'une certaine manière, et international avec la lutte à l'intérieur de l'islam. Et donc ces trois facteurs amènent ce qu'on appelle très classiquement en histoire une crise globale et une crise mondiale. Et ceux qui vous diront le monde est ainsi fait, il génère des idéologies qui sont contraires à celles qui sont portées par nos démocraties, il génère des énergies violentes et il convient de lutter contre ça avec un arsenal sécuritaire, point barre. Bien sûr qu'il faut traiter la question sécuritaire. Nous sommes en guerre. Il n'y a aucun débat. Certains nous font la guerre. Nous sommes en guerre. Mais ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'on n'est pas capable de défendre les idéaux de la Révolution française, par exemple, ou de la République française. C'est toute la difficulté du moment où on est. Nous n'avons pas perdu nos idéaux quand, en 1792, on devait se battre à nos frontières. Nous n'avons pas perdu nos idéaux pendant la Première Guerre mondiale. La résistance n'a pas perdu ses idéaux face au combat contre l'Allemagne nazie. Pourquoi voulez-vous que nous devions automatiquement abattre tous nos idéaux, ce qui fait notre identité, cette fois-ci, commune et collective dans la République française? Nous sommes, oui, en guerre, et on ne doit rien lâcher de nos idéaux. C'est certainement la meilleure voie à suivre. Pascal Blanchard, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous avez co-dirigé avec Nicolas Bancel et Dominique Thomas ce livre important, Vers la guerre des identités, de la fracture coloniale à la révolution ultranationale. C'est aux éditions La Découverte et ça sortira l'année prochaine dans sa traduction anglaise aux États-Unis. Merci à vous. Tout à fait. Merci.